Recording progress. Bonsoir à toutes et tous. Cette avant-dernière conférence de l'année 2025 va être consacrée à un poète napolitain qui fait l'objet d'une très belle exposition en ce moment à la Bibliothèque Mazarin. Nous avons les co-commissaires qui sont ce soir à la manœuvre. Et c'est un personnage qui est né et mort à Naples et qui finalement a été fait partie de ces nombreux Italiens que Marie de Médicis a fait venir à Paris dans son entourage. Et c'est un poète qui s'est surtout illustré dans de la poésie amoureuse et ce qu'on va un peu nous présenter entre autres ce soir. Nous avons c'est une conférence qui se fera à deux voix. Elle sera prononcée par Florine Lévesque-Sankiewicz, qui est donc conservateur en chef à la Bibliothèque Mazarine, qui est justement co-commissaire de cette exposition et qui est responsable du patrimoine imprimé de la bibliothèque. Et Carlo Alberto Girotto, qui est maître de conférence à l'université de Sorbonne Nouvelle et qui, à deux voix, vont nous faire connaître et faire sortir peut-être un peu de l'inconnu ou de la mauvaise connaissance que nous pourrons avoir. Ce poète qui finalement était connu soit sous le nom du Cavalier Marin, soit sous le nom de Jean-Baptiste Marini, mais qui, au fond, n'était pas si bien connu que ça. En tout cas, je dirais bien franchement. Je vous laisse la place. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir pour écouter cette conférence. Je me permets de présenter ces remerciements aussi au nom de Florine Lévesque-Sankiewicz, qui est conservatrice en chef de la Bibliothèque Mazarine de Paris, qui parlera après moi dans la deuxième partie de cette conférence. Je souhaiterais remercier tout particulièrement aussi Claire Béchou, présidente de la Société historique du 6e arrondissement, qui nous accueille aujourd'hui et qui nous permet de parler de l'histoire du 6e arrondissement sous un œil sans doute encore peu exploité. Comme nous l'avons entendu il y a quelques secondes, la conférence de ce soir naît à la marge d'un événement qui est en cours, à savoir une exposition qui se déroule actuellement à la Bibliothèque Mazarine de Paris, à quelques centaines de mètres d'ici. Il faut les laisser. Avec la souris. Et voici, merci. Je fais allusion à l'exposition. On va y arriver. C'est bon. Que voici. Je fais allusion à l'exposition Marino, un poète italien à la Cour de France, organisée par Florine Lévesque et par moi-même, qui a ouvert ses portes il y a un mois et qui les fermera le 17 janvier 2026. L'exposition est consacrée à un homme de lettres d'origine italienne, Marino, Giambattista Marino, connu en France aussi sous le nom de Cavalier Marin, Cavalier Marini, qui, né à Naples en 1569, mourut dans cette même ville presque 60 ans plus tard, en 1625, à l'issue d'un itinéraire intellectuel particulièrement complexe. Encore aujourd'hui, son nom est retenu avec difficulté au sein des histoires littéraires, malgré les efforts de plus en plus importants de sortir Marino d'un oubli qui a été imposé à la fois par la bienséance et par un style quelque peu difficile d'accepter, encore aujourd'hui. Voici donc qu'à l'occasion du 4e centenaire de la mort de Marino, plusieurs initiatives scientifiques ont été organisées en Italie et ailleurs, en cherchant à rendre à nouveau familier Marino auprès d'un grand public. Je rappellerai ici une grande exposition qui a eu lieu il y a tout juste un an à Rome, à la Galleria Borghese, que sans doute certains et certaines parmi vous ont eu l'occasion de visiter. Une exposition qui a eu le mérite d'insister sur le rapport que Marino a pu nouer avec les artistes de son temps, point sur lequel je reviendrai, notamment Poussin. Marino était le découvreur de Poussin en Italie. L'exposition de la Mazarine, dont Florine et moi avons été les commissaires, a cherché à explorer d'autres aspects de sa carrière, en faisant recours à un ensemble particulièrement riche d'éditions anciennes et des manuscrits,
conservé entre autres à la Bibliothèque Mazarine, qui est le cœur battant, si vous me le permettez, de l'italianisme français, ainsi qu'à quelques autres objets illustres venant notamment des fonds de la Bibliothèque nationale de France, du Petit Palais et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. Cela a permis de repérer des traces insoupçonnées ou peu connues de Malines au sein des collections patrimoniales françaises. J'imagine que parmi vous, une question est déjà en train de circuler, à savoir pour quelles raisons nous avons été invités à parler de Malines et de son lien avec les 6e arrondissements de Paris. Florine et moi chercherons à répondre à cette question en 2 temps. De mon côté, je chercherai à vous présenter Malines en tenant compte de 3 moments qui, me semble-t-il, devraient illustrer les raisons de la conférence d'aujourd'hui. Un premier moment sur la permanence française de Malines, un deuxième sur les liens avec la rive gauche et plus particulièrement avec certains endroits du 6e arrondissement. Un dernier point sur quelques traces plus tardives de la permanence du poète à Paris, venant cette fois de l'histoire éditoriale de ses œuvres et des exemplaires de ses publications. Florine, quant à elle, reviendra sur les occasions de l'exposition consacrée à Malines à la Mazarine et vous en donnera un aperçu, en nous invitant aussi à la voir de près. J'évoquais il y a quelques secondes le parcours intellectuel mouvementé de Malines. Né à Naples dans les dernières décennies de la Renaissance, Malines arrive tardivement à la poésie. Il fit une entrée fracassante dans les mondes des lettres avec un recueil de rimes et de textes poétiques publié en 1602, alors qu'il avait déjà la trentaine. Par ses volumes ambitieux, après de longues années apparemment difficiles, Malines se fit remarquer auprès d'un grand public. À partir de 1604, il entra au service des grands seigneurs et cardinaux italiens, et notamment du richissime et très puissant cardinal Aldobrandini, qui l'invita à Rome, au sein de sa famille. Même ces mêmes années, où sa renommée augmente de manière considérable, un dossier est ouvert à sa charge par le Saint-Office, sur la demande de l'intransigeant cardinal Scipione Borghese, le frère du pape de l'époque, Paul V. Cela, en effet, était lié à une attitude quelque peu, comment dire, libre de Malines au sein de ce texte, notamment certains qui circulaient encore manuscrits. Loin des clichés imposés par la tradition pétrarchiste italienne, certains de ces sonnets de ces madrigaux s'attardaient sur des représentations très concrètes de la mort sensuelle, où le plaisir physique est décrit comme une véritable source de joie physique, soyons clairs. Par ailleurs, plusieurs textes chantant les amours homosexuelles circulaient aussi sous son nom, et Malines n'a jamais nié publiquement d'être l'auteur de ce texte, ce qui les posait donc dans une situation assez difficile, du moins à ces années. Malgré la protection d'un cardinal si important comme le cardinal Aldobrandini, une telle situation devint souvent difficile, de sorte qu'en 1615, Malines décida de changer d'air et de passer les Alpes. À Paris, il fut accueilli par la régente, Marie de Médicis, et malgré les temps difficiles, il réussit à trouver sa place au sein de la cour de France, d'abord grâce à la reine, puis à partir de 1617, en obtenant le soutien du jeune Louis XIII. Cela est prouvé par un bon nombre de documents qui témoignent d'un accueil chaleureux et de la présence d'un groupe de personnes au sein de la cour de France qui étaient intéressées par les talents poétiques de Malines. Une dépêche diplomatique envoyée par l'ambassadeur de Toscane à Paris en 1615 nous parle justement de cela. Je traduis les textes que vous avez sous les yeux. Le poète Malines, cavalier de l'ordre de Savoie, est tout récemment arrivé à cette cour. Il vient de vos contrées et a publié un petit poème, une œuvre très élégante à la gloire de la reine. C'est un livre qui s'intitule Les Temples, Tempio, consacré à la reine mère, et qu'il a dédié à la maréchale d'Ancre, Eleonora Galigai, la femme de Concino Concini. Elle lui a obtenu une bonne introduction auprès de Sa Majesté, laquelle l'a traité avec courtoisie et familiarité, en discutant avec lui pendant près d'1 heure dans son petit cabinet. Donc, c'est un privilège rare qui lui est accordé. Il a montré apprécier tout particulièrement son œuvre et on pense qu'il en tirera un beau présent. Entre-temps, il est bichonné par plusieurs de ces seigneurs de la cour qui aiment la langue italienne. Malines se fait donc connaître avant tout pour ses talents littéraires et il les utilise en tant que chantre des puissants. Sa carte de visite est en effet un petit livre publié en l'honneur de la reine, Il Tempio, et consacré à Eleonora Galigai, l'épouse de Concino Concini, dont on va parler à l'instant. Cet accueil favorable est agrémenté par un soutien économique non négligeable, dans la mesure où Malines obtient tout de suite de la couronne de France une pension de 1000 écus.
chiffre faramineux pour lui, qui dit, dans une lettre, être devenu riche comme un âne, riche comme Crésus. L'image peut-être la plus parlante de cette ascension sociale inattendue est ces magnifiques portraits de Franz Purbus, des jeunes, réalisés autour de 1619 et découverts il y a à peine une quinzaine d'années à Detroit par Blaise Ducos. Peintre attitré de la cour de France, Purbus nous livre une image particulièrement expressive du poète italien, les regards hautains, vaguement calculateurs, élégamment habillés, malgré quelques mèches de cheveux rebelles. Les poètes y tiennent de sa main droite la croix des soins Maurice et Lazare, qui lui fut remise par les ducs de Savoie à Turin quelques années plus tôt, et de la gauche un volume en folio qui désigne son état dans des lettres et qui annonce sans doute l'œuvre que tout le monde attendait, ce grand poème intitulé L'Adonis, qui sera publié seulement à la fin de son séjour en France, en 1623. Très apprécié par Marino lui-même et reproduit maintes fois, ces portraits évoquent donc les prestiges dont Marino dut jouer à la cour de France durant les 8 ans, de 1615 à 1623, de son séjour au service d'abord de Marie de Médicis, puis de Louis XIII. Comment se greffe toutefois l'expérience de Marino au sein de ce milieu français? Selon une modalité mise à profit à plusieurs reprises dans sa carrière, les poètes privilégient des rapports personnels avec des personnalités éminentes. Dès son arrivée, outre les faveurs de la reine-mère, Marino put compter sur la protection du favori de Marie, et déjà cité Concino Concini. Un document qui a été repéré à l'occasion de l'exposition à la Mazarine, un manuscrit contenant des copies de dépêches diplomatiques envoyées à Rome par les nonces apostoliques de l'époque, Monseigneur Ubalbini. Ce document, disais-je, nous informe qu'un an après son arrivée à Paris, Marino bénéficiait d'un soutien affiché, très clair, explicite de la part de Concini. En tant que mécène du poète à la cour de France, c'est le terme que l'on trouve dans cette lettre, les maréchals d'Ancre souhaitaient protéger l'œuvre que Marino était en train de rédiger, ces poèmes à l'honneur des amours de Vénus et d'Adonis. Ils demandaient pour cela, par le biais du nonce, un privilège d'impression qui devait être valable aussi dans l'état de l'Église. Les destinataires de cette lettre étaient les cardinals Borghese, auxquels je faisais allusion il y a quelques instants, qui dut percevoir sans doute une sorte de raillerie profonde face à une telle demande, surtout si l'on sait à quel point il faisait du zèle pour que le procès à la charge de Marino ait lieu en ces mêmes années. Ces soutiens, donc, dont Marino pouvait compter en 1616, cependant de faux à peine quelques mois plus tard, puisque, comme vous le savez, l'ascension rapide des Concini au son de la cour s'arrêta soudainement au mois d'avril 1617, quand les maréchals d'Ancre, en franchissant les portes du Louvre, furent tués sous l'ordre du jeune Louis XIII, qui prenait ombrage de ses arrogances. Ainsi faisant, le jeune roi s'émancipait aussi de sa mère, la reine, et l'écartait, comme nous le savons, de la gestion du pouvoir politique pour devenir lui seul roi de France. Si d'un côté ces moments troubles touchèrent directement Marino, qui ne disposait plus donc de l'appui du soutien de Concini, de l'autre, il montre à quel point il sut faire face à ces revers de fortune, se révélant capable de trouver d'autres nouveaux interlocuteurs. Nous savons par les biais de quelques-unes de ces lettres qu'il put bénéficier de l'attention du nouveau favori de Louis XIII, le duc de Luynes, qui obtient une partie des fonctions et des biens de Concini. Surtout, nous savons que Marino pouvait compter à Paris sur un réseau, qui est encore mal connu, à vrai dire, d'Italiens qui gravitaient autour de la cour de France. C'est là que l'on aborde sans doute les questionnements principaux qui animaient l'exposition de la Mazarine, à savoir dans quelle mesure Marino a su se greffer au sein de la communauté italienne installée à Paris et notamment dans les 6e arrondissements. Sur cette question, nous pouvons bénéficier des recherches qui, depuis quelques années, ont été menées autour de la présence de la nation italienne en France. Et il y a surtout une étude essentielle, celle de Jean-François Dubost, qui en 1997 a publié un volume remarquable, La France italienne, qui est encore aujourd'hui une véritable référence pour ces questions. Dubost a fait remarquer tout de suite que la présence italienne à Paris au XVIIe siècle est un phénomène assez complexe, dans la mesure où on dessine un tableau bariolé, varié, où des hommes de lettres côtoient des prélats, des banquiers, des acteurs, des hommes de lettres. Nous devons à Dubost aussi une mise à point sur la géographie italienne à Paris, et notamment sur une des nations italiennes parisiennes, à savoir celle des Florentins,
Si dans la première moitié du XVIe siècle, plusieurs Italiens s'étaient installés dans les marais, donc plutôt rive droite, les choses changent vers la fin du XVIe siècle. Les Italiens témoignent, vous pouvez les lire, d'une prédilection marquée pour les quartiers de la rive gauche, situés à l'ouest de la rue Saint-Jacques. Prédilection confirmée par de nombreuses sépultures italiennes dans l'église paroissiale de Saint-André-des-Arts. En 1571, les quartiers de Saint-Séverin et celui de Paris, où l'implantation italienne est la plus forte. Au cours du XVIe siècle, les Italiens glissent progressivement des paroisses situées intramuros à la paroisse Saint-Sulpice, donc à côté, située hors les murs, dans les faubourgs Saint-Germain, où les possibilités de lotissement les attirent. Un quartier neuf, donc plus ouvert à des populations nouvelles, ayant vocation à devenir un quartier chic, particulièrement adapté à une immigration haut de gamme. L'installation dans les faubourgs Saint-Germain permet des contacts et des relations plus faciles avec les autres Italiens, surtout les plus influents à la cour. Vous l'avez compris, nous nous trouvons aujourd'hui même au cœur de ces lieux qui autrefois étaient prisés par les Italiens arrivés à Paris. Grâce aux recherches de Dubos, nous pouvons même chercher à visualiser cette géographie italienne en utilisant des documents de l'époque. Parmi les documents que vous verrez à l'exposition de la Mazarine, il y a cette magnifique plan de Paris attribué à Melchior Tavernier qui date des années 1625-1635 environ. L'exactitude de la représentation nous permet de retrouver une bonne partie des lieux et des axes principaux au sein desquels s'est située la nation italienne à Paris. Et j'ai donc cherché à les souligner avec des couleurs qui, j'espère, seront visibles pour les publics. Je commence par l'artère la plus importante, la rue des Tourneaux, à quelques mètres d'ici, qui était en effet un lieu qui devait être connu par Marino lui-même, dans la mesure où, tout au long de cet axe prière, habitaient nombre de familles italiennes extrêmement importantes à l'époque, telles les Delbene, alias Delbene, un clan des marchands et des banquiers d'origine florentine, ainsi que les héritiers de Jacopo Corbinelli, un homme de lettres qui avait vécu à Paris une génération avant l'arrivée de Marino et qui avait été le précepteur d'Henri III, donc qui jouissait d'un rôle important au sein de la cour. Surtout, toujours dans la rue de Tournon, à l'actuel numéro 10, habitait l'édit Concino Concini, dans cet hôtel de Nivernais qui depuis a changé de nom, de propriétaire et d'usage maintes fois. Pillé au moins 2 reprises du vivant de Concini, il fut par la suite attribué à Luynes et, avec les changements des propriétaires, remanié à plusieurs reprises, jusqu'à arriver à sa destination actuelle, celle, si je ne me trompe pas, de caserne de la garde républicaine. Cette partie du 6e arrondissement n'est pas le seul lieu chargé des mémoires italiennes. À quelques pas de la rue de Tournon, la rue de Condé, anciennement rue Neuve-Saint-Lambert, était un fief de la famille des Gondi, des Florentins, arrivés en France vers la moitié du XVIe siècle. Une famille à l'histoire extrêmement complexe qui arrive jusqu'à la Vendée, comme peut-être vous le savez, et sur laquelle je ne m'attarderai pas ici. Il me suffira de rappeler qu'autour de 1590 s'installa à ces endroits Jean-Baptiste II de Gondi, à l'intérieur d'un hôtel particulier, l'hôtel de Gondi justement, dont on sait qu'il était extrêmement fastueux pour l'époque, de sorte qu'il put accueillir en janvier 1601 la reine Marie de Médicis, qui venait tout juste d'arriver de Marseille, une fois qu'elle avait épousé Henri IV. Les vestiges de cet hôtel sont encore aujourd'hui visibles et ont été englobés dans l'actuel hôtel de Condé au début du XVIIIe siècle. Les cousins de Jean-Baptiste Gondi, Philippe, après avoir habité pendant plusieurs années à Lyon, s'installaient lui aussi à Paris en 1611 avec ses proches, mais cette fois en rue Dauphine, une rue qui était à l'époque toute récente puisqu'elle avait été construite sous l'ordre de Henri IV au tout début du XVIIe siècle. La présence d'une telle enclave de langues et de cultures italiennes, en bonne partie de deuxième génération, explique sans doute les souhaits, ne peu avant l'arrivée des Marines en France, que Marie de Médicis manifesta en 1612, après la mort d'Henri IV, celui de faire construire, à l'embouchure de la rue de Tournon et de la rue de Condé, un palais sur les vestiges de l'ancien hôtel particulier du duc de Luxembourg. Il s'agit, bien entendu, de l'actuel palais du Luxembourg, dont la construction arriva à sa fin, après moult rebondissements, seulement dans les années 1630.
Quid de Marino dans tout cela? La situation est assez floue, dans la mesure où nous ne disposons pas de documents qui nous permettent de préciser avec certitude quelle est sa position vis-à-vis de la nation italienne à Paris. Du moins, nous souhaiterions en savoir davantage, puisque la correspondance de Marino, source principale pour reconstruire ces années françaises, présente un nombre important de lacunes pour les années qui nous intéressent. Or, selon Philaret Charles, qui était bibliothécaire à la Mazarine dans les années 1840-1860, Marino aurait habité non pas dans les 6e arrondissements, mais plutôt dans les 5e. Il aurait pris résidence dans la rue de la Huchette, une rue parallèle de la Seine, à faible distance des lits de la cité. Nous pouvons cependant imaginer que les rapports avec ses interlocuteurs principaux, Marie de Médicis et Concino Concini, pouvaient néanmoins lui permettre de connaître les quartiers italiens autour de Saint-Germain. Nous n'avons pas non plus de preuves directes avec un lien avec les Gondi, mais nous savons par des lettres de Marino lui-même qu'il avait des contacts très stricts avec les banquiers italiens à Paris. Dans la mesure où, que faisait-il de sa pension? Il envoyait en Italie, à Naples, où il voulait se construire une belle villa à Posillipo pour héberger sa collection de livres et d'œuvres d'art. Donc, il y a un rapport avec des banquiers italiens. Il serait flatteur de penser que ces banquiers soient les Gondi, parmi les nombreux banquiers italiens qui étaient présents à Paris à l'époque. Malgré ces réticences, les renseignements donnés par la correspondance marinienne peuvent être confirmés par d'autres documents, conservés cette fois dans les archives parisiennes. Plusieurs pistes prometteuses semblent préciser les promenades de Marine dans la rive gauche, et cela grâce aux documents conservés aux archives nationales. Je laisse de côté les dossiers du rapport de Marino avec les imprimeurs parisiens. On sait qu'il a collaboré avec plusieurs imprimeurs et libraires de la rue Saint-Jacques, donc à la lisière entre 5e et 6e arrondissement. Je voudrais néanmoins évoquer un cas peut-être plus parlant qui ressort de quelques recherches que j'ai remenées tout récemment. Il y a quelques années, un chercheur italien qui a consacré une bonne partie de sa vie à Marino, Giorgio Fulco, avait signalé une lettre autographe de Marino conservée aux archives de Bologne, en Italie. Adressée à un poète de la même génération que Marino, Ridolfo Campeggi, qui habitait justement à Bologne, la lettre concernait surtout des questions littéraires. Elle s'est terminée, et c'est ça la chose intéressante, avec une remarque. Si vous souhaitez m'écrire, vous pourrez envoyer vos lettres ici à M. Volta. Qui est-ce, M. Volta? C'est là que les archives parisiennes nous permettent de préciser nombre de détails sur ces personnages. M. Volta, Mario Volta, était un autre immigré italien, bolonais, installé en France depuis plusieurs années. Il était arrivé en 1590. Il avait travaillé pendant quelques temps au service d'un autre italien, Louis Gonzague de Nevers, dont le palais, l'hôtel de Nevers, se situait dans l'emplacement actuel de l'hôtel de la Monnaie, à quelque part de l'Institut de France et de la bibliothèque Mazarin. Depuis le début du siècle suivant, Mario Volta jouissait du titre exceptionnel de pensionnaire du roi, comme le confirment des quittances de paiement conservées dans le minutier central des notaires parisiens à partir de 1609. Les documents en question sont actuellement en restauration, donc je ne vais pas les montrer, mais d'autres actes, dont vous voyez ici quelques photos, conservés au sein de ce même fond des minutiers central, et notamment à l'intérieur des registres du notaire Philippe Toulou, nous livrent quelques autres détails d'ordre administratif sur Volta. Je vous en montre un, et j'en résume ici les contenus. Comme nombre d'autres Italiens, Volta résidait dans les faubourgs Saint-Germain. Il habitait là, dans une rue Séraphin, que j'ai du mal à situer, et sur laquelle vos lumières seront les bienvenues, je l'avoue. Volta disposait aussi d'une rente annuelle qui lui venait d'une possession dans les alentours de Montpellier, qui lui avait été donnée par le roi Henri IV lui-même. Et depuis 1608, cette rente lui était versée chaque année par deux marchands parisiens, François Sarus et Claude Passard, qui exploitaient nombre de terrains en Île-de-France et dans le sud, dans l'Hérault, comme celui de Volta. À cette date, donc Volta, dont vous pouvez voir aussi la signature encadrée, était déjà gentilhomme du roi, titre qui lui permettait d'obtenir une pension annuelle de 600 livres tournois, autre chiffre assez important.
Malgré le caractère très minutieux de ces renseignements, il en ressort que ce Bologna pouvait s'appuyer sur une bonne intégration au sein de la société française et de la cour de son époque, jusqu'à arriver à une sorte de naturalisation. Connaissance partagée entre Campeggio et Marino, Volta était donc un relais sûr pour les poètes, notamment pour ce qui était de l'envoi et de la réception de lettres avec le correspondant italien, et en particulier des Bolonais. Mais loin d'être un simple agent, Volta semble avoir occupé une place encore plus importante au sein de la société française que Marino dut connaître à Paris. Un autre document, conservé à Bologne, négligé jusqu'à présent par les chercheurs, illustre sans doute les raisons pour lesquelles Volta était arrivé à Paris. À l'occasion du mariage entre Henri IV et Marie de Médicis, la mère de ce Volta, Orsine, avait écrit une lettre de félicitations à la reine. Celle-ci avait répondu avec une lettre dont on n'a pas l'original, on a seulement 7 copies de l'époque, qui est conservée justement à Bologne. Elle répondait en remerciant la famille Volta et en rappelant les liens d'amitié profonde qui existaient depuis longtemps entre la famille Volta et les Médicis. Il est donc raisonnable de croire que Mario Volta ait pu bénéficier de ces privilèges, de ces rapports privilégiés entre sa famille et la reine de France, et que sa nomination à gentilhomme par Henri IV passe par la médiation de la reine elle-même. Voici donc un poète de renom comme Marino. Vous pouvez trouver dans Mario Volta, cet illustre inconnu, bien plus qu'un homme de confiance auquel faire adresser ses lettres. Il pouvait, au contraire, constituer les maillons d'un plus large réseau de connaissances, capable de jouer sur les deux fronts complémentaires des rapports avec l'Italie et avec la cour de France. Comme Florine Lévesque le dira mieux que moi d'ici quelques minutes, l'ambition de l'exposition de la bibliothèque Mazarine consacrée à Marino a été de considérer sa présence au sein de la culture française, en passant, entre autres choses, par les traces laissées dans les milieux de l'édition et par les provenances de différents exemplaires. Il n'a pas été possible d'exposer tous les objets qui, pourtant, auraient mérité d'être étudiés. Mais les volumes exposés, vous pourrez sans doute les voir vous-même si vous franchissez la porte de la bibliothèque, ces volumes permettent de confirmer un ancrage durable du nom de Marino dans la culture française, au grand siècle et même au-delà. Il est possible d'argumenter cette présence en suivant l'historique de quelques exemplaires présentant les traces d'une permanence en France. À titre d'exemple, le recensement des volumes de la Mazarine a permis de retrouver plusieurs exemplaires des œuvres de Marino venant de la bibliothèque du couvent bénédictin de Saint-Germain-des-Prés, témoignant de parcours assez variés. Pour un de ces volumes que vous voyez ici, il est même possible de mettre à profit les données matérielles qui viennent de l'exemplaire avec des notions plus larges d'histoire littéraire, semble-t-il. L'exemplaire en question est un exemplaire de l'édition originale des Rimes et des Marines de 1600. Sa collection à la bibliothèque de Saint-Germain. Cette collection, cet exemplaire fait partie de ceux qui ont furent touchés physiquement par un terrible incendie qui frappa la bibliothèque de Saint-Germain la nuit du 10 août 1794. La moitié de la bibliothèque fut détruite. On sauva assez vite les manuscrits qui furent légués à la Bibliothèque nationale de France de l'époque, tandis que des exemplaires imprimés, souvent en très mauvais état, furent vendus aux enchères à un prix souvent symbolique, dérisoire. D'où donc la présence de ces livres à la Mazarine, qui à l'époque des saisies révolutionnaires s'est enrichi énormément par ce type d'achat. Malgré les brûlures et les traces de fumée que nous trouvons dans cet exemplaire, nous pouvons deviner l'intérêt qu'un érudit comme Renaudot, éminent orientaliste qui entretenait des liaisons épistolaires avec nombre de sociétés savantes en Italie, l'intérêt qu'il devait porter à un volume et à un auteur qui avait marqué la scène littéraire italienne et, sans doute, selon l'esprit de Renaudot, française. L'intérêt pour les œuvres de Marino en France semble confirmé aussi sur un autre versant par des traces qui viennent cette fois de l'histoire de l'édition. Un recensement des éditions françaises de Marino est encore à rédiger, et c'est sans doute la prochaine étape de ces recherches sur Marino et la France. Il suffit ici de rappeler que
la France peut se prévaloir d'un fait assez singulier, à savoir que les premiers projets d'édition complète des œuvres de Marino est né non pas en Italie, mais à quelques centaines de mètres d'ici. Il y a 2 siècles, le libraire Louis-Claude Baudry commençait son aventure de la librairie européenne au 3 quai Malaquais, à quelques pas de l'Institut de France. Au sein de son catalogue très prestigieux et avec un regard européen, euh, une partie importante est accordée à la littérature italienne, grâce aussi à des collaborations importantes avec nombre d'intellectuels qui, pour des raisons politiques, avaient quitté la péninsule. À ces années, l'Italie n'existait pas encore formellement et c'était l'époque del Risorgimento si difficile qui a porté très doucement l'unité d'Italie. Voici donc qu'en 1849, l'édition de la Donne de Marino, suivie par un nombre impressionnant de textes poétiques, fut assurée donc non pas en Italie, mais à Paris, par Baudry et par un éditeur, Giuseppe Zilardini, autre inconnu célèbre, qui, une fois arrivé en France, occupa les plus clairs de sa vie en tant que précepteur d'italien. Malgré des réserves que Zilardini montre à l'égard de l'auteur de l'Adonis, cette opération éditoriale eut le mérite de faire entrer Marino dans les canons littéraires européens. Ce qui est d'autant plus parlant si on considère que cette consacration vient justement non pas de la presse italienne, mais de cette France italienne qui, depuis du temps passé, semble garder une trace mémorielle des Marines, en les considérant en tant qu'étape d'une plus longue histoire, ancrée, ce qui est plus, en géographie parisienne bien précise, où le 6e arrondissement est bien présent. Je passe la parole maintenant à Florine Lévesque, qui continuera avec la deuxième partie de la présentation. Donc, bonsoir à tous, merci pour votre accueil, merci pour l'invitation et l'opportunité de présenter notre exposition consacrée à Giambattista Marino à la Bibliothèque Mazarin. Merci à vous d'avoir partagé cette enquête toujours en cours pour tenter de reconstituer le réseau de relations de Marino avec la France italienne, en particulier les Italiens du 6e arrondissement. Je vous propose pour ma part de vous donner un aperçu de cette exposition en cours à la Bibliothèque Mazarin, la plus patrimoniale des bibliothèques du 6e arrondissement, mais aussi la plus italienne des bibliothèques françaises. Alors, le cas de Marino est un bon exemple pour comprendre la constitution des fonds de la Bibliothèque Mazarin. Marino est bien représenté dans nos collections, 42 exemplaires de ses œuvres, correspondant à 37 éditions du seul XVIIe siècle, principalement en italien. Seule la Bibliothèque nationale de France possède davantage d'éditions, avec 38 éditions. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur le même plan. Alors, par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire qu'il y en a quand même 25 autres à la Bibliothèque de l'Arsenal, qui est aujourd'hui administrativement rattachée à la Bibliothèque nationale de France. Et bref. On peut en tout cas y attacher les 17 éditions qui se trouvent à la Bibliothèque de l'Institut, dont un ensemble important d'éditions modernes léguées par l'académicien Marc Fumaroli. On a, entre les éditions anciennes et les éditions modernes léguées par Marc Fumaroli, un ensemble tout à fait conséquent. Alors, le noyau de cet ensemble ancien est constitué par la collection de Mazarin. On sait que quelques exemplaires se trouvaient dans la bibliothèque parisienne, vendus au tout début de l'année 1652, pendant la Fronde. On connaît davantage la bibliothèque reconstituée au lendemain de la Fronde par le successeur de Naudet, François de la Poterie, et léguée par Mazarin au Collège des 4 Nations, grâce au testament qu'il a signé donc 3 jours avant sa mort, en mars 1661. Il liste quelques 27 000 volumes et a fait l'objet d'une belle édition électronique consultable en ligne grâce à l'Université de Caen. Donc, on peut interroger l'intégralité de ces volumes et on voit que le nom de Marino ou Marini revient à 12 reprises, ce qui correspond à la quinzaine de volumes ici présentés. On y trouve les éditions italiennes de ses principales œuvres, la Lyra à Venise en 1614, les Dichiere Sacre à Vicence en 1618, et la Donne, bien sûr, dans la petite édition parue à Turin en 2 volumes en 1627.
Signalons également un recueil factice de poésie italienne relié en parchemin souple qui comprend une édition vénitienne de 1619 parmi d'autres auteurs italiens classés dans l'ordre alphabétique et listés au dos comme vous pouvez le voir. La collection de Mazarin comportait également la correspondance de Marino, en tout cas la partie qui en a été publiée à Venise en 1628, et de nombreuses pièces de polémique littéraire, donc les partisans de Marino et puis les anti-Marino qui se sont affrontés dans ces années 1610-1630. On trouve encore les deux biographies du poète, celle de Giovanni Battista Baiaca et celle de Gianfrancesco Loredano. Un dernier volume rejoint tardivement ce premier ensemble lors de l'échange de 1668, organisé à l'initiative de Colbert avec les collections de la Bibliothèque royale. Alors, il faut savoir que Colbert était l'exécuteur testamentaire de Mazarin et donc il a fait prélever dans l'inventaire de 1661, dont vous avez vu une copie juste avant, l'intégralité des manuscrits et des estampes qui appartenaient à Mazarin pour les envoyer à la Bibliothèque du Roi, qui en échange a envoyé des doubles de ses collections, enfin, ce qui était identifié comme lui. Et on a récupéré à ce moment-là cette belle édition de l'Adone, l'édition Princeps, donc la première édition, parue chez Olivier de Varenne en 1623, qui porte les armes des frères Dupuis sur le plat, comme vous le voyez ici. Donc les frères Dupuis, c'était les bibliothécaires du roi. Il faut attendre la Révolution et ses confiscations pour que de nouveaux exemplaires des œuvres de Marino arrivent à la bibliothèque mazarine. Visiblement, sa poésie n'était pas au goût des professeurs du Collège des Quatre Nations, à moins qu'elle ne fût simplement tombée dans l'oubli au XVIIIe siècle. Le principal gisement est constitué de volumes provenant de l'abbaye Saint-Victor de Paris, qui avait reçu en 1654 le legs de la très riche bibliothèque d'Henri Dubouchet, italophile et conseiller au Parlement de Paris. On y trouve 14 volumes, et notamment la première œuvre publiée de Marino, les Rime, publiée chez Giovanni Battista Ciotti à Venise, qui va devenir son éditeur régulier, sinon son éditeur de confiance. Et puis les éditions parisiennes des œuvres de Marino, absentes de la collection de Mazarin. Donc vous avez au centre les Epithalames, publiés chez Toussaint Dubray en 1616, et la Samponia chez Abraham Bernard. Excusez-moi, c'est fermé. Et la Samponia publiée chez Abraham Paccard en 1620. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez les marques de provenance qui sont assez intéressantes. Dubouchet n'avait pas de fer et se contentait d'apposer sa signature en page de titre, avec souvent la date et le prix d'acquisition. S'y ajoute dans un grand nombre de cas cette petite marque en cuir, donc une petite pièce de cuir armoriée incrustée au dos de la reliure d'origine. En fait, le legs de Dubouchet stipulait que les religieux de l'abbaye Saint-Victor devaient faire frapper les armes de Dubouchet sur les volumes qu'ils avaient reçus. Par souci d'économie, les religieux se sont contentés de faire frapper les armoiries sur de petits carrés de cuir et les appliquer au dos des reliures déjà constituées pour éviter de coûteuses campagnes de reliure intégrale de tous les lieux. Comme Saint-Victor, d'autres bibliothèques conventuelles parisiennes conservent des œuvres de Marino. 3 volumes de la Mazarine attestent de la présence de Marino à Saint-Germain-des-Prés. Vous avez ici un autre exemple avec le volume de la Murtoléide qui vient de Saint-Germain-des-Prés. Vous pouvez peut-être déchiffrer l'ex libris manuscrit Monasteris Antigermania Pratis Parisiensis, tout en haut, sous l'espèce de gribouillis fait par un de mes prédécesseurs. J'en suis bien désolée. Citons également, donc sur la droite, vous voyez un exemplaire qui vient de la bibliothèque du couvent Notre-Dame des Victoires, donc la bibliothèque des Augustins des Chaussées, qui se trouvait dans le 2e arrondissement. Les Jacobins de Saint-Honoré possédaient également un exemplaire de la Lyra, imprimé à Venise en 1664, tandis que la bibliothèque de Notre-Dame comptait un exemplaire de l'Adone, imprimé à Amsterdam en 1651, orné de gravures dont on peut dire qu'elles sont quand même assez audacieuses pour des bibliothèques de chanoines. Parmi les volumes arrivés lors des confiscations révolutionnaires, citons encore la traduction partielle de l'Adone en français, publiée en 1662, et reliée aux armes des princes de Condé.
Il reste encore une quinzaine d'exemplaires de Marino que je ne vous présenterai pas, qui sont arrivés par le biais de confiscation révolutionnaire, mais dont les provenances n'ont pas été identifiées. Cette enquête sur les éditions anciennes de la Mazarine a permis de faire surgir un autre fantôme qui hante la bibliothèque à plusieurs titres. C'est Concino Concini, dont on vous a déjà parlé, ce nom florentin devenu marquis d'Ancre et maréchal de France à la suite d'une carrière fulgurante due à la faveur de Marie de Médicis et qui s'achève par son assassinat par ordre du roi le 24 avril 1617. Il a été le premier protecteur de Marino qui lui dédie ses épithalames en 1616 et qui avait en tête de lui dédier son Adone. Son assassinat va donner lieu à une campagne de pamphlets sans précédent pour faire du meurtre un tyrannicide par lequel Louis XIII exerce la justice divine et rétablit l'ordre dans le royaume. Un exemple exceptionnellement visuel est ce placard, une affiche qui combine 6 vignettes au registre supérieur, représentant tout en haut la vie et les abus de Concini caricaturés en écureuil, puis les sévices infligés à sa dépouille par une foule déchaînée. Et dans le registre inférieur, un court poème composé pour l'occasion et qui justifie l'assassinat. La bibliothèque Mazarine possède l'une des collections les plus complètes, si ce n'est la collection la plus complète de pamphlets anti-Concini publiés au cours de l'année 1617. Au moins 100 pamphlets répartis en une dizaine de recueils factices dépouillés à l'occasion de la préparation de cette exposition, qui correspondent à 210 exemplaires. Pour donner un ordre d'idée, la seule étude complète sur les pamphlets anti-Concini a identifié pour l'instant 76 éditions différentes représentées à la BNF. Donc le fonds de la Mazarine, on savait qu'il était déjà très complet sur les pamphlets, mais on a identifié ce gisement sur les pamphlets anti-Concini. Ces pamphlets annoncent évidemment les Mazarinades qui en reprendront les codes quelques 30 ans plus tard dans des proportions inédites. Les frondeurs se saisissent en effet de la figure du maréchal d'Ancre, dont le souvenir est volontiers ranimé pour être agité sous le nez de Mazarin aux plus chaudes heures de la fronde. Concini est même directement représenté dans 2 fameux placards illustrés. Ici, la marche Mazarine, qui représente la fuite de Mazarin vers Sedan, puis l'Allemagne, après avoir délivré les princes au Havre. Et vous voyez ici la 4e vignette qui représente Mazarin fuyant à cheval et détournant la tête pour ne pas voir le fantôme de Concini, ce spectre qui apparaît tout à droite, ainsi que l'explicite les vers figurant juste en dessous. Voyez-vous ce chétif cancre qui laisse tomber son argent et l'ombre du maréchal d'Ancre qui lui fait plus peur qu'un sergent. Deuxième exemple, le salut de la France dans les armes de la ville de Paris, dans lequel il est représenté tout en bas à gauche de la gravure sur bois, à la lettre F, avec la légende suivante, le marquis d'Ancre se noyant en tâchant de couler le vaisseau à fond, faisant signe au Mazarin de lui prêter la main dans sa première entreprise. On voit que le parallèle entre Mazarin et Concini, autre Italien dont l'ascension est due aux faveurs d'une reine devenue régente dans une période de minorité royale, est bien présent dans l'esprit des frondeurs et la figure de Concini sert d'avertissement au cardinal quant au sort sinistre qui l'attend. Ce qui est intéressant dans les 2 cas, qu'il s'agisse des éditions anciennes de Marino ou des pamphlets anti-Concini, c'est qu'on voit qu'on a affaire à des ensembles exceptionnellement riches, rarement égalés au plan national. Et il est particulièrement remarquable que le noyau de ces 2 fonds, éloignés par leur forme et par leurs usages, que ne rapproche finalement qu'une proximité chronologique, a été constitué pour Mazarin lui-même. Il faut y voir bien sûr les intérêts croisés de Mazarin et de son bibliothécaire Gabriel Naudet pour ces 2 types d'ouvrages. D'un côté, la littérature contemporaine et en particulier la poésie italienne, dont le cardinal était amateur, et d'autre part, la démarche historiographique empreinte d'intérêt politique de l'homme d'État et de son bibliothécaire qui était également son conseiller politique et qui d'ailleurs avait écrit quelques années plus tôt des considérations politiques sur les coups d'État. Voilà en tout cas de quoi justifier l'organisation d'une exposition à la bibliothèque Mazarine que vous pouvez visiter gratuitement du lundi au samedi de 10h à 18h. Et je voulais terminer en vous montrant quelques pièces phares de cette exposition, une pièce pour chacune des 7 sections qui la composent, qui permettent de reconstituer le parcours de Marino dans un ordre chronologique. Alors, la première partie illustre l'arrivée de Marino sur la scène littéraire à partir de la publication de ses rimés et la diffusion de ses poèmes par l'imprimé, le manuscrit ou même la mise en musique. Pour illustrer cette partie, je vous présente ce volume luxueux relié aux armes de la famille Gondi, dont on a parlé, en maroquin rouge sombre
à cartouches ovales et coins mosaïqués de maroquin citron bordés de palmes, réalisé à l'initiative de Jean-Baptiste Gondier à l'occasion de son mariage avec Polissena de Rossi en 1602. Jean-Baptiste Gondier était issu d'une des plus éminentes familles de cette France italienne, riche financier, il se piquait également de poésie. Et donc, une partie du manuscrit est de sa main. On trouve parmi d'autres auteurs, Isabella Andreini, Le Tasse, etc., des textes de Marino, comme ici la chanson des baisers, largement diffusée par des copies manuscrites et publiée pour la première fois dans les Rimés de 1602. On a là un cadeau de mariage quand même assez chic et élégant. La deuxième partie représente l'arrivée de Marino en France en 1615 et son introduction à la cour de Marie de Médicis sous la protection de Concini, jusqu'à l'assassinat de ce dernier et la prise de pouvoir de Louis XIII. Une place importante est faite au pamphlet anti-Concini et je ne résiste pas au plaisir donc, de vous en présenter un que je trouve assez amusant. Il s'agit du dialogue de la Galigaille et de Misoquin Esprit Follet, publié en 1617 entre le meurtre de Concini en avril et la condamnation de son épouse en juillet, puis sa mort. Ce pamphlet raconte l'apparition d'un démon aquatique nommé Misoquin au centre, à Léonora, la Galigaille, alors emprisonnée. Dans un nuage de fumée, il lui donne des nouvelles de son époux et lui annonce leur prochaine retrouvaille en enfer, évidemment. L'originalité vient des deux illustrations qui accompagnent le texte. L'une représente Misoquin sous la forme d'un démon aquatique et l'autre Concini en poisson moine. Elles sont en réalité toutes deux tirées d'un traité du naturaliste français Pierre Belon, publié en latin en 1553 puis en français en 1555. Vous avez ici l'édition française. Qui reprend l'histoire d'un poisson moine qui aurait été capturé dans le détroit d'Øresund en Norvège en 1546 et dont l'image se retrouve dans à peu près tous les traités d'histoire naturelle à partir de la mi-XVIe siècle, qui est à la rubrique monstres marins. Donc à côté des sirènes, vous avez ce poisson moine. Et donc on pense que le libraire, bien au fait du florissant marché des libères anti-Concini qui sont très très présents à Paris en 1617, a passé commande à un écrivain quelconque d'un pamphlet anti-Concini autour de deux gravures qui étaient dans son fond et dont il ne savait pas trop quoi faire. Leur emploi est justifié par d'habiles trouvailles scénaristiques de la part de l'auteur. Concini est devenu moine par pénitence. Et sa peau s'est couverte d'écailles à force de baigner dans l'Achéron, puisqu'il n'a pas pu bénéficier d'une sépulture chrétienne. La troisième section reconstitue les conditions du séjour parisien de Marino dans une cour profondément italophile, quoique marquée par des courants italophobes assez importants à partir du meurtre de Concini. Le rôle du cardinal Guido Bentivoglio, le nonce pontifical à Paris entre 1616 et 1621, est évoqué grâce au prêt exceptionnel, et on en est ravi, par le Petit Palais de son portrait dessiné par Van Dyck. Donc la cour est secouée par une crise politique sans précédent et Bentivoglio multiplie les tentatives de réconciliation entre Marie de Médicis et son fils Louis XIII, correspondant avec chacun, échangeant avec le pape, avec le roi, sollicitant la médiation de membres influents de la cour pour réconcilier la mère et le fils. Ces rapports privilégiés avec Marino ont certainement contribué au maintien de celui-ci à la cour de France après la prise de pouvoir de Louis XIII, qui va protéger à son tour Marino et financer l'impression de son addon. Alors le portrait que vous avez ici est un peu plus tardif que l'annonciature de Bentivoglio, puisqu'il date de son retour à Rome. Il s'agit du dessin préparatoire à la pierre noire et au graphite d'un portrait commandé au peintre flamand Van Dyck, aujourd'hui conservé à Florence au Palais Pitti. Donc vous avez ici la reproduction. La quatrième partie présente la grande productivité de Marino pendant ses années parisiennes et revient sur ses différentes publications parisiennes et italiennes jusqu'à celle de l'Adone en 1623. Voilà donc ce volumineux et luxueux Adone, long poème consacré aux amours de Vénus et Adonis, un épisode tiré des Métamorphoses d'Ovide, relatant donc les amours de Vénus et Adonis, dont la rédaction s'étale sur près de 30 ans. La publication, déjà évoquée dans une lettre de 1615, est repoussée après l'assassinat de Concini, qui devait en être le dédicataire. Elle est confiée en 1620 à l'imprimeur Abraham Paccard et qui vient d'imprimer La Samponia.
et de Marino, mais des contretemps divers retardent l'impression, notamment des désaccords entre Marino et son imprimeur, puis une indisposition de Marino, puis le décès d'Abraham Paccard à l'été 1622, puis le décès de sa veuve en janvier 1623, qui avait repris son impression. Et finalement, c'est Olivier de Varenne, un libraire voisin de Paccard, dont l'officine se situe également rue Saint-Jacques, qui rachète les cahiers déjà imprimés et termine rapidement cette édition pour pouvoir la mettre en vente. Le choix du grand format in-folio n'est pas anodin. La donne fait 36 cm de haut contre 14 cm maximum pour les autres publications parisiennes, donc ce genre de volume. Et les autres publications parisiennes sont du reste parfaitement représentatives des formats habituellement utilisés pour les éditions de poésie. On a généralement des tout petits volumes. Ce format très grand est assez remarquable. Il contribue à donner à cette édition dédiée au roi, vous voyez les armes de France et de Navarre sur la page de titre, le caractère d'un monument typographique et couvre immédiatement son auteur de gloire. La 5e partie évoque les collections du poète, grand amateur d'objets d'art, collectionneur d'art graphique, qui ont pu être autant de sources d'inspiration pour sa poésie. Et cette partie s'ouvre sur un exemplaire exceptionnel ayant appartenu à Marino, prêté par la Bibliothèque municipale de Lyon dans une somptueuse reliure italienne à la fanfare, ce qui nous permet de présenter côte à côte les deux seuls ouvrages aujourd'hui identifiés ayant appartenu à la bibliothèque personnelle de Marino, ainsi réunis pour la première fois depuis 400 ans. Le second exemplaire appartient en effet au fond de la bibliothèque Mazarine, qui l'avait récupéré avec les collections d'Henri Dubouchet, donc passé par Saint-Victor entre-temps. La 6e partie évoque le retour de Marino en Italie, à Rome puis à Naples, au sommet de sa gloire littéraire, consacré par la publication de la Donne. Ce portrait gravé par Isaac Briot à la toute fin des années 1620 dérive du tableau de Franz Pourbus déjà évoqué et diffuse plus largement l'image d'un poète courtisan, richement vêtu, portant manchettes et fraises, tient dans sa main gauche la croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, qui fait de lui le chevalier marin, cavalier Marino, et dans sa main droite, un livre, sans doute toute la Donne. Néanmoins, ni la gloire littéraire, attestée ici par la belle couronne de laurier entrelacée de fleurs de lys, ni son statut de poète de cour, comblé d'honneur et élevé au rang de chevalier, ne suffisent à protéger Marino du procès intenté par l'Inquisition, et les dernières années de sa vie, à Rome puis à Naples, sont marquées par la condamnation du poète, que suivra la mise à l'index de la majorité de ses œuvres quelques années plus tard. Enfin, la dernière partie évoque la mémoire de Marino, farouchement défendue par ses partisans, qu'il s'agisse des membres de l'Académie des humoristes, dont il avait été le prince, ou de la nouvelle scène littéraire française, Daniel de Rampal, Tristan l'Hermite, etc. Un volumineux manuscrit anonyme du XVIIIe siècle, prêté par la Bibliothèque Sainte-Geneviève, propose la toute première traduction intégrale de la Donne en français, d'une grande qualité littéraire, et enrichi d'un abrégé de la vie du cavalier marin que vous avez sur la gauche. Donc je cite, un des plus grands poètes qui est paru depuis Virgile. Il se clôt sur un copieux index qui reprend et définit en une trentaine de pages l'ensemble des noms propres, lieux réels ou mythologiques, des peuples, des héros ou des dieux. Donc, ce manuscrit extraordinaire est exposé pour la première fois grâce au repérage de Carlo Alberto, et on espère qu'il suscitera l'intérêt de jeunes chercheurs ou de directeurs de recherche en quête de sujets. Nous voilà donc arrivés au bout de ce cheminement sur les traces du poète Giambattista Marino. De nombreuses autres pièces auraient pu vous être présentées, mais nous espérons en tout cas vous avoir donné un bon aperçu de cette exposition et vous avoir donné envie de la découvrir par vous-même dans l'écrin que constitue notre belle salle de lecture. Je vous remercie de votre attention. Je crois que vous êtes très tentateur l'un comme l'autre pour nous inviter à aller voir cette exposition et finalement à découvrir un personnage. Est-ce qu'on sait si on a d'autres choses de lui qui sont restées après lui, à la fois des biens ou des ouvrages à son décès? L'histoire des biens de Marino est assez intéressante parce que
Florine l'évoquait, une fois donc qu'il a publié son album en 1623, il obtient le permis, le roi Louis XIII, de revenir en Italie. Il arrive, on l'attendait, donc le Saint-Office se saisit de lui, il passe son procès, il va faire amende pas très honorable, Piazza della Minerva à Rome. Ses œuvres passent à l'index. Il revient, tant bien que mal, à Naples, où il espère donc faire cette villa contenant des livres, des objets précieux, des tableaux qu'il avait accumulés surtout pendant son séjour à Paris. Apparemment, des choses très belles et très importantes étaient restées. Il possédait, à ce que l'on sait, des tableaux de Poussin, des tableaux de Carache. Il y avait des liens avec d'autres peintres illustres de son époque. Sauf que en 1794, les Vésuves explosent à Naples et tout apparemment été détruit. Donc, des choses sont restées, éparpillées par-ci et par-là. Si vous venez à la bibliothèque Mazarine, vous verrez un dessin de ceux qui est resté et ont une trace explicite de la provenance marinienne. Un dessin qui est conservé à l'école de Beaux-Arts, donc rue Bonaparte, ici même, et qui vient de la collection Masson, où elle avait au début du XXe siècle. Ce dessin vient de la collection du Cavalier d'Alpine, qui était le maître du Caravage, qui lui offrait donc le dessin. Et on sait qu'il vient de la collection de Marino lui-même, puisqu'il a l'ex-libris assez explicite à ses propos. Donc, on a seulement un aperçu de ce qui doit être cette collection remarquable en ce qui concerne tableaux, livres, gravures, dessins, estampes, tout ce qui devait faire l'objet d'une bibliothèque d'un gentilhomme, pour utiliser la non-étome, comme le disait Jean-Marc Châtelain, avant la lettre, puisqu'on est seulement au début du XVIIe siècle. Mais le fait justement que rien, presque rien ne reste de cette collection, sauf les livres de la bibliothèque municipale de Lyon, les livres qui conservaient à la Mazarine, les dessins à l'école des Beaux-Arts, tout cela nous permet seulement d'avoir une idée, malheureusement très vague, de ce qu'il va être ce personnage curieux des arts et des lettres qui devait avoir donc réuni un ensemble considérable du milieu artistique et littéraire du XVIIe siècle. Donc, dans ce que vous dites, ça sous-entend que des œuvres justement de Poussin ou d'autres grands peintres de l'époque ont disparu. Oui et non. Là, malheureusement, les prêts ont été extrêmement difficiles à mener à bien, mais il existe parmi les dessins, les carnets de dessins de la collection royale en Angleterre, donc actuellement de la propriété du roi Charles III. Il y a un carnet de dessins de Poussin datant des années 1622 qui a été publié par Anthony Blunt il y a plusieurs années, qui est reconnu comme l'album Marine. C'est donc quelque chose que Poussin, qui était encore à Paris en 1621-22, aurait préparé pour Marino lui-même, et qui donc témoignerait donc de cette proximité remarquable entre les jeunes artistes et les anciens, désormais poètes, installés à Paris, couverts d'honneur et de gloire. Et donc là, c'est une autre trace que malheureusement on n'a pas pu exposer, mais qui témoigne donc de ces liens au sein d'un réseau artistique et littéraire extrêmement complexe, extrêmement riche. Merci pour cette conférence super intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure d'une librairie européenne. Je suppose qu'elle a elle a disparu. Je reviens peut-être en arrière avec les diaporamas. Tout à fait. Pardon. Là, c'est la photo de ce qui est aujourd'hui les 3 quais Malaquais. On sait que dans ces lieux, donc, avait lieu l'atelier de broderie. Et ces lieux étaient non seulement donc une maison d'édition, mais étaient aussi un salon de débat culturel animé par Baudry et par ses acolytes tout autour de lui. Cette librairie européenne était apparemment extrêmement vivante et portait une attention particulière surtout à ceux qui venaient d'Italie. On a tous les grands classiques, on a aussi, assez étonnamment, ce Marino qui réapparaît sans doute en raison d'une mémoire locale, j'aimerais dire parisienne, qui va être restée surtout auprès de certains amateurs de textes littéraires du XVIIe siècle.
Et donc, elle a duré jusqu'à quand, cette librairie? Jusqu'à la mort de Baudry, 1853. Après, c'est sa veuve, je crois, qui a continué jusqu'en 1860 avec la publication. Ce sont de belles éditions, des petits quartos de format très accessible. On les trouve assez facilement aussi dans le marché de l'ancien, mais qui témoignent donc de cette idée de faire un panthéon littéraire européen. Et c'est étonnant de trouver un Marino sulfureux, ces textes qui n'ont de cesse de chanter l'amour dans le sens le plus physique du terme. Merci. On aurait aimé écouter un de ces poèmes. On peut le faire. Non, parce que en italien, non, son œuvre est écrite essentiellement en français ou en italien? Entièrement en italien. Entièrement. Et ça, c'est aussi les gros problèmes qu'on a cherché à mettre en valeur dans les catalogues de l'exposition que Florine a eu la gentillesse d'amener. Pour l'instant, il y a seulement une petite poignée de textes poétiques de Marino qui ont été traduits en français. Il y a cette grosse traduction manuscrite de la Dole. Il y a, depuis quelques années, un projet d'édition de la nourrice. Les premiers volumes ont été publiés aux Belles Lettres en 2014. Et on attend avec impatience que le reste soit publié, sachant que la Dole est un gros pavé et que donc il faut du temps aussi pour le traducteur pour saisir la complexité. Mais si vous voulez tout simplement, on évoquait il y a quelques minutes les manuscrits épithalamiques de la famille Monti, pardon, que l'on peut montrer. Et voici. Donc, comme l'a dit Florine, ce manuscrit a été rédigé pour la famille Gondi, que l'on a évoqué, mais avant que Marino n'arrive en France. Donc, Marino était déjà connu en France avant même son arrivée. Et ce texte que nous avons souhaité montrer lors de l'exposition est peut-être le plus explicite parmi les textes que Marino avait écrits à cette occasion, la chanson de Baiser, et non pas des chansons pétrarchisant, etc., mais un texte dans lequel deux personnages, donc un personnage en train d'admirer la beauté d'une jeune fille, j'admire, je brûle, je baise, je rebaise et jouis, et mirant en me baisant, je sens que je défaille. Donc c'est un amour très charnel qui est mis en valeur, ce qui tombe bien dans un recueil épithalamique qui chante un amour souvent très explicite, dans lequel donc la preuve de la nuit de mariage doit être montrée, explicitée. Ce qui pose problème pour nous, ce qui posait problème sans doute aussi à l'époque pour un certain public qui avait du mal à se saisir de ces langages si, comment dire, cru, C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas été traduit, parce qu'il était très connu et célèbre en France, et finalement on l'a pas traduit en français, parce que ça aurait fait un scandale. Sans doute. Après, je ne voudrais pas non plus exagérer et donner l'impression d'avoir affaire à un nouvel héritain. C'est finalement intéressant de voir comment la maîtrise littéraire de Marino se combine aussi à une recherche, comment dire, des sujets nouveaux, des sujets où la partie sensuelle n'est pas lointaine et qui même est toujours présente. Un effort de renouveau qui pouvait plaire à un certain public, même si on garde à l'esprit que certains artistes de la même époque parcouraient la même route. Pensez au Carache à Rome, à la Belle Farnèse, où les corps masculins et féminins montraient dans toute sa beauté. Cela, bien entendu, ne pouvait pas plaire, disons, à certains interlocuteurs, comme à Rome, bien entendu, la bienséance avait un autre point. Alors, dans un autre, excusez-moi, dans un autre ordre d'idée, vous avez montré l'implantation des citoyens, donc dès avant d'ailleurs l'arrivée de l'installation de Marie-Médicis dans ce quartier, c'est tout à fait important. Et ce qu'il y a, c'est que ensuite, cette présence des citoyens s'est poursuivie dans ce quartier. Alors, ce n'était plus les banquiers, c'était les artistes. Et je me souviens, il y a quelques années, nous avions eu ici à la Société historique une conférence sur des ateliers où on faisait des copies en plâtre des sculptures d'antiques.
Et c'est l'atelier des plusieurs, et c'était tous suivis par des Italiens, père en fils. Et rue de Condé, enfin, rue de Condé, rue Monsieur Prince, c'est possible de se souvenir bien, là où il y avait le tête de Conduit. Et le dernier atelier, nous n'avons pas pu le visiter parce qu'il déménageait, il existe encore pour en vivre. Mais il a été présent et actif encore jusque dans les années 60. Voilà. Là, c'était un autre volet historique. Sans doute. Merci. Oui, on a parlé surtout des innovations d'aide à ciel de ce poète. Est-ce qu'il y avait aussi des relations dans une visite littéraire, une école de littérature qu'on appelle les Maroc ou d'autres, il y avait des contacts avec des influences. Je ne vais pas c'est un sujet problématique de plusieurs points de vue. Nous avons très peu de nouvelles sur le séjour marinien à Paris. Et il y a une légende qui circule et qui est donnée par Talleyrand de Réau dans les années 1760, selon laquelle Marine habitait donc dans cette auberge de la rue de la Huchette, les volets fermés, complètement isolé du monde français, et toujours en train d'écrire ses textes. Une légende, mais qui apparemment témoignerait d'une certaine méfiance à l'égard des autres auteurs français. On sait qu'il avait des contacts avec Malherbe, encore vivant à l'époque, avec M. Durfé, Honoré Durfé, l'auteur de Astrée, mais tout cela n'est pas prouvé par des traces explicites. Et c'est donc un des domaines sur lesquels il faudrait en effet réfléchir. La chose qui est intéressante, c'est que Marine est assez sensible à tout ce qu'il voit, notamment en termes de livres. Et dès qu'il s'agit pour lui de publier les premiers textes, il s'adresse aux éditeurs les plus importants sur la scène littéraire de l'époque. Donc, Toussaint Dubré, les premiers contactés, c'est lui qui avait publié nombre d'anthologies poétiques où figuraient les plus grands articles, les plus grands hommes de lettres de l'époque. Et par la suite, Abraham Pacard, qui était spécialisé lui aussi dans la publication de textes littéraires. L'Ouest de Vigenère passe par là, citer d'autres grands noms. Mais jusqu'à quel point y a-t-il une osmose entre les deux? Là, c'est plus difficile. Ce que lors de l'exposition de la Mazarine on cherchait à faire, c'est de montrer, par contre, comment Marine a pu influencer les littéraires, les hommes de lettres français, mais pour répondre à Marguerite Yourcenar, avec, selon la loi de la génération retardée. Donc, ce n'est pas les hommes de cette génération qui s'intéressent à Marine, ce sont plutôt des hommes de lettres de la deuxième génération, plus tardive, une génération plus tardive, qui s'intéressent à lui. Georges de Soudéry, Daniel de Rampal, et d'autres qui trouvent sans doute chez Marine un modèle nouveau, disons, une manière nouvelle de faire de la littérature. Marc Fumaroli parlait des parfums de l'Italie. C'était peut-être ça, cette idée de quelque chose de vaguement exotique qui pouvait renouveler le monde de lettres françaises dans les années 1640-1650. Cela a été un effort, bien entendu, qui a été assez réduit et dont, comment dire, qui a perdu vis-à-vis d'autres projets, sans doute plus d'envergure, d'autres modèles. Mais c'est vrai que Marine continue de manière souterraine à lancer certains lecteurs, certains hommes de lettres français. Et on a cherché à développer tout cela lors de l'exposition. Si je peux poser une question connexes, et avant, il n'y avait pas d'épouse ni d'enfants. Non, là aussi, sensible. Je fais allusion tout à l'heure au fait à ces textes homoérotiques qu'il aurait écrits. Talleyrand de Réau, que je viens de citer, nous livre une description assez, comment dire, amusante de Marine en France qui fréquentait les bordels. Il s'amusait à la fois avec des femmes et des hommes. Il n'a jamais eu de femmes ni d'enfants. Cette étoile filante qui passe par l'Italie et par la France, qui ne laisse pas d'héritage direct
Et pourquoi ce cas-là, il repart quelque chose de nostalgie? Les mal du pays, sans doute, disons, ou sans doute l'idée de, comment dire, de revenir chargé d'honneur après avoir changé d'air et de revenir justement avec un objet majestueux. C'est un don dont Florine a parlé de manière très pertinente. Une édition remarquable qui a une valeur non seulement esthétique, mais même économique non négligeable. Et l'effet de pouvoir se présenter donc à son public italien, qui était les premiers interlocuteurs. Malheureusement, les choses ne sont pas allées dans la direction qu'ils souhaitaient. C'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas eu c'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas eu une situation stable, si on peut dire, voilà. Le fait que, si on reprend un peu Talmud Réo, qu'il ait gardé ses volets fermés, je peux dire, fait que finalement, son œuvre est restée, mais le personnage lui-même un peu en chair qu'on voudrait voir quand même, parce qu'on s'intéresse aussi aux êtres tels qu'ils sont, finalement échappe. On a un portrait, mais on a quelques signatures, mais finalement on n'a pas de traces de l'homme. Voilà, c'est ce qui serait peut-être les archives renferment quelques secrets encore. En tout cas, très grand merci, parce que vraiment, c'était une conférence tout à fait remarquable. Et nous allons aller voir l'exposition. Oh, merci. Vraiment, c'est passionnant. Vraiment. Je reconnais que c'est un personnage que Des questions, pardon, j'avais vu d'un peu, mais non, allez-y. il y avait la preuve.